Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens à me présenter tout d'abord brièvement. Donc, je m'appelle Aloïse Ken, je suis maître de conférences en droit privé à l'Université d'Évry Paris-Saclay. J'enseigne le droit de l'expérimentation animale à des étudiants de Master 2 depuis 2012, ce qui m'a d'ailleurs valu de recevoir le prix de droit de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences en 2014. Il était donc décerné pour la première fois. Et depuis lors, j'ai notamment créé un cours de droit du vivant animal et végétal à l'Université d'Évry et j'ai également fondé la clinique juridique One Health, une seule santé au sein du Master 2 droit de la santé et des biotechnologies. Alors, c'est une clinique juridique qui est parrainée par les députés Laetitia Romero-Dias et Cédric Villani et elle allie la santé de l'homme, de l'animal et de la nature, en commençant par la reconnaissance de l'interdépendance du vivant animal et végétal, mais surtout humain, bien évidemment. Je remercie très sincèrement Georges Chapoutier pour cette belle invitation et je salue l'ensemble des intervenants et notamment Louis Schweitzer puisque nous nous sommes rencontrés uniquement lors de la remise de mon prix en 2014, mais je suis malheureusement retenue pour des obligations universitaires. Alors, le texte principal qui régit l'expérimentation animale actuellement, c'est la directive européenne du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et qui est entrée en vigueur à compter du 1er février 2013. Alors, en décembre 2014, lorsque j'ai reçu le prix de droit de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, cela faisait finalement seulement un peu plus d'un an et demi que cette directive était entrée en vigueur en droit français et les espoirs étaient alors de mise puisque le 10e considérant de la directive affirmait résolument que la présente directive représente une étape importante vers la réalisation de l'objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique. Donc les ambitions de la directive semblaient être claires et on pouvait légitimement s'attendre à ce que des alternatives à l'expérimentation animale se développent et surtout soient de plus en plus utilisées par les chercheurs. Sauf que 10 ans après son entrée en vigueur, je dois avouer que les espoirs sont déçus. La grande avancée pourtant mise en œuvre par cette directive est peut-être l'autorisation de projets. Un projet pouvant se définir selon le Code rural et de la pêche maritime comme tout projet, enfin tout programme de travail répondant à un objectif scientifique défini, utilisant un ou plusieurs modèles animaux et impliquant une ou plusieurs procédures expérimentales. Octroyée pour une durée maximale de 5 ans, cette autorisation doit dorénavant être délivrée par le ministre chargé de la Recherche uniquement si le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur a rendu une évaluation favorable. La règle des 3 R, dégagée par les scientifiques britanniques Russell et Birch en 1959 et qui a innervé depuis les recherches pratiquées sur l'animal, est ainsi devenue une règle juridique car les moyens mis en œuvre pour la rendre effective doivent être détaillés dans le dossier et le comité doit justement en tenir compte pour rendre un avis favorable ou défavorable qui va lier le ministre de la Justice. Alors les critères sont les suivants: le remplacement des animaux qui est impératif chaque fois qu'il existe une méthode alternative. Si cela n'est pas possible, les chercheurs doivent réduire au maximum le nombre d'animaux utilisés, mais ils doivent également raffiner l'expérimentation, c'est-à-dire
soulager la douleur ou la détresse des animaux et ainsi faire en sorte d'améliorer leur bien-être. Alors, il y a actuellement 108 comités d'éthique qui sont constitués, qui sont placés sous l'égide du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, lequel est placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Et ce comité national est notamment chargé d'établir le bilan annuel national d'activité des comités d'éthique en expérimentation animale pour notamment formuler des recommandations visant à améliorer leurs pratiques. Seulement jusqu'à maintenant, il n'y a eu qu'un seul bilan national d'activité des comités d'éthique, lequel a été publié au mois de novembre 2022 et concerne l'année 2021. Et ce bilan soulève plusieurs interrogations et la fondation 30 millions d'amis, Transscience, One Voice, ProAnima et Antidote Europe, réunis en collectif, ont adressé un courrier à Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lui demandant de s'assurer que la réglementation soit bien suivie. Donc, de manière non exhaustive, on peut notamment signaler que les associations demandent à la ministre de garantir l'indépendance et l'impartialité des comités d'éthique, notamment en refusant de délivrer des agréments aux comités mono-établissements, c'est-à-dire ceux qui ne sont rattachés qu'à un seul établissement, et donc voir suspendre ou retirer les agréments qui auraient déjà été délivrés à de tels comités, puisque finalement leur indépendance et leur impartialité sont fortement compromises, étant donné que les membres sont bien plus susceptibles de subir des pressions. En outre, le collectif a demandé à la ministre de garantir la proportionnalité de la représentation des 5 compétences qui sont requises au sein de ces comités et que lorsqu'il existe un problème de recrutement dans l'une ou plusieurs des catégories, comme l'a mentionné le bilan, il est nécessaire de publier sur son site internet les postes vacants dans les différents comités afin que les personnes qui souhaitent candidater puissent le faire. La réglementation exige en effet que 5 compétences soient représentées au sein de chaque comité. Alors, au moins une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception des procédures expérimentales sur les animaux, au moins une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures sur les animaux, au moins une personne justifiant de compétences relatives à la souffrance animale dans le cadre des soins des animaux ou de la mise à mort des animaux, également au moins un vétérinaire, et enfin au moins une personne non spécialiste dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Cette exigence, elle a pour objectif de s'assurer que les intérêts qui s'opposent dans le cadre d'un projet impliquant des animaux soient tous représentés, y compris les intérêts des animaux. Or, justement, le rapport permet de constater que les compétences qui sont relatives à la souffrance animale sont sous-représentées dans les comités. Le collectif s'accorde également sur le fait qu'il serait souhaitable que le ministère s'implique concrètement dans la formation permanente des membres des comités d'éthique, qui n'est actuellement pas obligatoire, notamment en matière de méthodes alternatives, n'utilisant pas d'animaux, d'outils pédagogiques alternatifs à l'utilisation d'animaux, mais également en ce qui concerne la réglementation et l'éthique. Le collectif souhaiterait en outre la création d'un fichier national d'experts indépendants qui pourrait éclairer les membres des comités dans leur évaluation
et particulièrement en matière de remplacement des animaux. Puisqu'en effet, si la directive de 2010 exige que les chercheurs ne doivent employer des animaux que lorsqu'il existe, enfin lorsqu'il n'existe aucune méthode alternative, encore faut-il les connaître. En ce qui concerne la politique européenne actuelle, on peut signaler que le 16 septembre 2021, le Parlement européen a approuvé à la quasi-unanimité une résolution intitulée Plans et mesures visant à accélérer le passage à une innovation sans recours aux animaux dans la recherche, les essais réglementaires et l'enseignement. Au sein de cette résolution particulièrement riche, le Parlement européen a notamment reconnu qu'il existe des obstacles bureaucratiques qui s'opposent à l'acceptation de ces méthodes, que leur utilisation n'est pas correctement imposée et que le financement de leur développement reste insuffisant. Il est également mentionné qu'il n'existe pas de mécanisme formel de coordination pour garantir une approche active, cohérente et synergique pour parvenir au remplacement complet des animaux. Et il est également précisé que le Centre commun de recherche reconnaît qu'une forte dépendance à l'expérimentation animale peut même entraver les progrès dans certains domaines de la recherche sur les maladies, dans lesquels, justement, les modèles animaux ne permettent pas d'appréhender des caractéristiques essentielles de maladies humaines et estiment que l'adoption d'autres modèles pourrait permettre de nouvelles percées. Seulement, envisager des méthodes alternatives suppose, à mon sens, avant tout, de refuser les projets pour lesquels les expérimentations sont totalement inutiles, comme par exemple les vaches à hublot, qui ont choqué les Français à juste titre lorsque l'association L214 a porté à leur connaissance l'existence de ces animaux sur qui sont placées des fistules pour que l'on puisse directement accéder à leur estomac, alors même que ce type de recherche est généralement menée pour optimiser les performances des animaux d'élevage par le biais de leur alimentation. Donc pas du tout pour la santé humaine, animale ou environnementale. Je pense également aux tests relatifs au tabac, dont la toxicité n'est plus approuvée, tandis que l'on continue de forcer des animaux à inhaler de la fumée de cigarette plusieurs heures consécutives par jour. D'ailleurs, la question de l'interdiction des expériences liées au tabac sur les animaux a fait l'objet d'une demande de réponse écrite à la Commission européenne, rédigée par les députées européennes Annika Bruna et Aurélia Beigneux le 1er décembre 2021. Dans cette demande de réponse écrite, ces députés soulignaient, à juste titre là encore, que ces expériences vont à l'encontre de la directive de 2010, puisque ces expériences sont inutiles et elles sont remplaçables par des méthodes alternatives telles que les inhalations in vitro pour étudier les effets des substances sur les tissus pulmonaires. En outre, il est également mentionné que l'utilisation de 2 millions d'animaux est totalement disproportionnée par rapport aux besoins et aux résultats obtenus par ces textes. Et plus grave encore, ces tests ont également caché, masqué pendant des années le lien justement existant entre le tabac et notamment le cancer du poumon chez l'homme, parce que nos différences physiologiques entre les animaux et nous ont réduit la prédictibilité de ces expériences.
Et donc, il était demandé à la Commission européenne s'il était envisagé d'interdire les tests liés au tabac sur les animaux dans l'Union européenne et également l'importation et la vente de produits liés au tabac qui ont été testés sur des animaux dans des pays tiers. Et donc, la réponse écrite est intervenue en date du 18 février 2022. Et cette réponse mentionne que la législation de l'Union ne prévoit pas d'interdiction en matière d'expérimentation des produits du tabac sur les animaux. Donc, il y a une véritable incohérence dans la politique européenne à propos des méthodes alternatives, puisque la directive prévoit bien le remplacement des tests sur animaux lorsqu'il existe une méthode alternative. La résolution adoptée en 2021 que l'on a vu tout à l'heure va dans le même sens et souhaite justement accélérer la recherche sans animaux. Et on nous répond que dans ce cas précis, il n'existe pas d'interdiction à l'expérimentation sur les animaux. En revanche, ce que l'on peut entendre, c'est qu'il existe certaines dispositions qui imposent malheureusement le recours aux animaux et que cela freine la recherche sans animaux. Je pense ainsi au règlement européen du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, le règlement dit REACH, qui est entré en vigueur dans l'Union européenne en 2008. Et cette réglementation, elle a pour objectif notamment d'harmoniser le commerce et les démarches de sécurité pour toutes les entreprises de l'industrie chimique dans l'Union européenne. Les entreprises doivent ainsi effectuer des tests pour prouver l'innocuité des produits chimiques qu'elles utilisent et les résultats doivent ensuite être validés par l'Agence européenne des produits chimiques. Donc, en fait, depuis 2008, on a des millions d'animaux qui sont utilisés dans l'Union européenne pour évaluer la toxicité de substances chimiques qui peuvent être présentes dans tout un tas de produits tels que la peinture, les produits ménagers, voire même dans les produits cosmétiques, lorsqu'il existe un risque potentiel pour la santé humaine ou environnementale. Et même si le texte prévoit une promotion des méthodes alternatives à l'expérimentation animale, la lenteur de la validation de ces méthodes entrave leur application. En revanche, on peut signaler que le 3 mars 2023, donc extrêmement récemment, la Commission européenne a adopté un règlement modifiant aux fins de son adaptation aux progrès techniques, les méthodes d'essai concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances. Et ce règlement approuve ainsi près de 100 méthodes d'essai nouvelles et mises à jour pour les essais relatifs à la sécurité des produits chimiques au titre donc du règlement REACH, et la majorité de ces nouvelles méthodes n'impliquent pas d'animaux. Donc, en vertu de ces nouvelles règles, les méthodes approuvées au niveau international, telles que les lignes directrices de l'OCDE pour les essais, sont mentionnées directement dans le règlement, donc ce qui va réduire finalement considérablement le délai de validation des nouvelles méthodes d'essai, y compris justement celles n'impliquant pas d'animaux. Pour terminer cette brève présentation sur les aspects juridiques des méthodes alternatives à l'expérimentation animale, je souhaite évoquer la mobilisation des citoyens qui est à mon sens indispensable.
Pour ce faire, il existe un outil juridique fort intéressant. Il s'agit de l'initiative citoyenne européenne, appelée communément ICE. C'est une innovation qui a été créée par le traité de Lisbonne et qui donne un droit d'initiative politique à un rassemblement d'au moins 1 million de citoyens de l'Union européenne venant d'au moins 7 pays membres. Et donc, conformément au règlement de 2011, qui précise les modalités de l'ICE, les premières initiatives citoyennes européennes ont pu être lancées à partir du 1er avril 2012. Et on peut signaler notamment l'initiative citoyenne européenne Stop Vivisection du 3 juin 2015, qui a été signée par 1,17 million de citoyens. On peut également signaler l'initiative citoyenne européenne Save Cruelty Free Cosmetics, qui a été validée ce 25 janvier 2023 par la Commission européenne, qui est tout à fait intéressante en ce qui nous concerne, puisque cette ICE comporte 3 propositions. Donc, tout d'abord, elle propose que les interdictions européennes qui concernent l'expérimentation animale dans le domaine des cosmétiques qui sont en vigueur depuis 2013 eh bien, soient renforcées, protégées et correctement mises en œuvre. La deuxième proposition consiste à faire en sorte que la législation de l'Union européenne en matière de sécurité chimique, comme je viens de vous en parler, eh bien, soit fondée sur des sciences modernes et innovantes sans expérimentation animale. Et pour finir, la troisième et dernière proposition repose sur une demande en faveur d'une proposition législative de la Commission visant à proposer des actions concrètes pour mettre un terme à toutes les expérimentations animales en Europe. Alors, si nous ignorons bien évidemment quelles seront les suites données à cette ICE, on peut néanmoins signaler qu'une précédente ICE en matière de protection animale avait abouti à des mesures concrètes. Je pense ainsi à l'initiative citoyenne européenne concernant la fin de l'élevage en cage pour les poules pondeuses, qui a recueilli plus d'1,4 million signatures et qui a été suivi des faits sous la pression citoyenne, puisque la Commission européenne s'est engagée en juin 2021 à présenter d'ici 2023 une proposition législative pour interdire l'élevage en cage dans l'Union européenne à partir de 2027. Donc, l'influence de la société reste primordiale et d'ailleurs, le 12e considérant de la directive de 2010 mentionnait déjà que les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée et leur utilisation dans les procédures suscite des préoccupations éthiques dans l'opinion publique en général. Donc, vraiment, les citoyens sont le moteur, finalement, des politiques publiques, notamment grâce aux initiatives citoyennes européennes, on l'a vu, permettant finalement une politique européenne ambitieuse visant à accélérer le passage vers une innovation sans recours aux animaux. Et lorsque les chiffres présentés dans le rapport de la Commission européenne du 5 février 2020 attestent qu'en une seule année, 12 597 816 animaux ont été élevés et mis à mort sans même avoir été utilisés dans des procédures, soit plus que ceux qui ont été utilisés dans les procédures, il devient véritablement urgent d'accélérer la mise en œuvre de ces méthodes alternatives.
Je vous remercie, toutes et tous, de votre attention et à très bientôt, j'espère. Merci.